Puis aujourd'hui, on est fiers de vous le présenter. Les Cafés Vanout présentent Max Vanout. On le rejoint immédiatement. Comment ça va, Max? C'est du génie. C'est du génie. Check ça bien, n'a hey, aucun sens. check bien ma sortie. Aïe, aïe. Calique, 250 livres, puis ça bouge encore comme une petite jeunesse. Ça n'a aucun sens comment il est en forme. Comment ça va, tout le monde? Bienvenue pour l'heure du midi. Ben ouais, ils sont dit pour remplacer un Max, on va prendre un autre Max. Et là, on va régler quelque chose tout de suite, OK? Je le sais, je vous vois venir dans le chat. Je vous vois venir, mes comiques, dans le chat. Ah! L'ultime plug. Ben ouais, il est là parce que son père, il commandite. Non, OK, là. Là, Max, Pascal, LP, toute l'équipe de la Poche Bleue sont gentils. Ils m'ont recruté, pas à cause de mon nom de famille, mais à cause de mon talent. Mais je dois vous avouer, par contre, que... Max, tu veux-tu être mon agent? Mon agent? Ce serait pas pire, ça. Vanout présenté par Vanout. Hey, blague à part, super content d'être ici, tout le monde. Salutations à tous ceux qui sont là dans le chat depuis 8 heures ce matin. J'étais avec vous dans le chat à 8 heures ce matin. C'était le fun. Vous êtes excités? Salutations à Tommy Loca, Mike, Steve Guilbeault, Jessica, Jerry. Salut, Jerry. Qui sont là, en forme, enjoués et de bonne humeur. Dans la prochaine heure, je sais qu'il y a un gardien sur le panel depuis ce matin, mais apparemment, il a oublié qu'il portait les grosses pannes. Fait que là, si vous me connaissez, vous le savez, là, moi, je suis un gardien de but. Je suis un ancien gardien de but. Fait qu'on va parler, entre autres, de gardien un peu plus tard avec Mathieu Chouinard. Mais d'ici là, c'est vous que je veux entendre. Hein? Regarde, là, c'est le club des ex depuis ce matin, cette émission-là. Là, c'est nous. C'est notre place à nous. On fait une place à un petit gars du peuple. Ben, le petit gars du peuple, il veut parler au peuple. Il y a un lien qui va apparaître dans le chat dans les prochains instants pour que vous puissiez, sur cette heure du midi, entre deux bouchées, vous joindre à la conversation. Alors, le lien va apparaître. Vous voulez me parler dans la prochaine heure, ben n'hésitez pas. Je veux retomber dans mes anciennes amours. Je veux vous parler directement, puis pas juste via le chat. Mais si vous n'êtes pas capable d'appeler, puis c'est bien correct, je le sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui faites faux bond à vos boss sur cette heure de midi, puis que là, vous nous écoutez sur le side avec une écouteur cachée en dessous de vos beaux et longs cheveux. Là. Fait que peut-être que vous ne pouvez pas appeler, mais chattez, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires, je vais les lire en direct, ça va me faire plaisir de parler avec vous. Et sinon, si c'est une possibilité pour vous, ben n'hésitez pas. C'est pas trop compliqué. On va parler, entre autres, de ce qui s'en vient. De ce qui s'en vient, parce que l'an dernier, c'était le mix. Cette année, moving forward. On va être honnête, je pense que les dirigeants du Canadien l'an passé se sont un peu tannés de se faire parler du mix toute l'année. Fait que je pense que l'équipe des communications a un petit peu toned down le message clair, précis, la ligne de com direct de tous les intervenants, parce que Jeff Gorton a été le premier à parler ce matin et il est arrivé avec ça. Moving forward, puis ça n'a pas été autant repris mot pour mot par tous les autres après, mais clairement, on veut passer à la prochaine étape du côté du Canadien de Montréal. Et je vous pose à vous la question. Puis je vais vous partager aussi ce que j'en pense. Moi, c'est quoi moving forward? C'est quoi la prochaine étape pour le Canadien de Montréal? Mais ce que je veux savoir, c'est pour vous, qu'est-ce que ça veut dire? L'an passé, c'était tout simple. Le mix. Le Canadien va être dans le mix, on est dans le mix, on est content. Voilà, problème réglé. Bang! C'est fait. Cette année, pour vous, quand vous entendez moving forward, qu'est-ce que ça veut dire pour vous concrètement? C'est quoi vos attentes au final pour le Canadien de Montréal cette saison? Alors n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est dans le chat présentement pour vous joindre à la conversation sur cette heure du midi. Vous pouvez également strictement vous joindre en audio. Si jamais vous êtes gêné, votre rasoir à matin il a lâché, votre rasoir électrique en plein milieu, vous avez juste la moitié de la barbe rasée parce que vous travaillez de chez vous. Puis vous voulez pas qu'on vous voit la bête, là, parce que vous êtes gêné. En même temps, si ça arrivait à quelqu'un, je serais bien curieux de voir ça. Ce serait bien drôle. Vous pouvez appeler également juste en audio. Juste avant de poursuivre et de vous dire ce que je pense que ça veut dire pour moi, moving forward, c'est quoi la suite pour le Canadien de Montréal. Simplement vous dire que la prochaine heure, oui, c'est Max Vanout présenté par Vanout. Regardez ça, c'est beau ça. C'est une entreprise fondée au Québec. Ah oui, évidemment, Vanout du Québec, une entreprise fondée au Québec. Plusieurs à ne pas le savoir, ça, je le sais, mais oui, c'est une entreprise fondée au Québec. Si jamais vous le demandez, oui, par un de mes ancêtres. Fait que regarde, tout ça est dans tout, même si je réitère que je ne suis pas ici à cause de mon nom de famille. Ce sont des grains de café 100% responsables. On a 3 variétés. Là. Regardez ça ici devant moi. Là. 3 variétés. On a le mélange de la maison, on a le colombien noir, puis on a juste ici le noir classique. Fait que peu importe comment vous aimez votre café.
Vanout est là pour vous. C'est disponible sur Keurig.ca et dans les bonnes épiceries. J'en reviens pas encore. J'ai très hâte d'envoyer un screenshot de ça à mes parents ce soir. J'ai toujours su que ça allait arriver un jour. Un jour, ça allait arriver que j'allais faire quelque chose commandité par Vanout et c'est aujourd'hui. J'en suis franchement et honnêtement réjoui. Salutations à Tommy Loca, Maxime Morin, Simon Leblanc et William Payet qui écoutent, lui, à 20h. T'es où, Will? 8 heures de décalage horaire. Caroline, fait que t'es passé, t'es en Europe de l'Est? T'es où pour 8 heures de décalage horaire? Laisse-moi savoir. Salutations, donc la Poche Bleue qui est internationale aujourd'hui pour cette émission spéciale de 14 heures. Pendant que vous vous mettez en ligne pour parler pour la prochaine heure. Moving forward. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Faut faire attention, je trouve, parce que puis les gars en parlent depuis ce matin, puis c'est vrai. Faut pas penser que le Canadien, l'an passé, on a pris un pas de géant. On va faire ça à chaque année jusqu'à ce que tout bonnement une Coupe Stanley soit gagnée, je sais pas moi, en 2030. Ça va pas tout le temps aller vers le haut, ça va pas tout le temps être les mêmes progressions. La preuve, ou les preuves, parce qu'on va faire une étude de cas, OK? Suivez-moi. Les Maple Leafs de Toronto. Bon, je sais, parler des Leafs à Montréal. Hein? Mais, parlons-en. Les Leafs ont raté les séries 9 fois en 10 ans, de 2006 à 2016. Soyons honnêtes, un peu comme le Canadien qui, pré-Kent Hughes, la fin de l'ère Bergevin, entre autres, il y avait des blessures, équipe vieillissante et tout ça, là, on n'était pas officiellement en reconstruction, mais on s'était mis à rater les séries, j'ai envie de dire quasiment un an sur deux. Carey a tout gagné en 2015, il s'est blessé. En 2016, on a chuté. On est retourné en 2017, on a rechuté en 2018, chuté en 2019. Puis soyons honnêtes, en 2020, il était littéralement à une défaite contre les Sabres de Buffalo d'être mathématiquement éliminé des séries et la LNH a arrêté cette journée-là. Si la LNH arrêtait une journée plus tard, le Canadien ratait les séries pour une troisième année de suite. Boum, une finale comme ça, là, sortie des nues. Puis après ça, on a officiellement entré en reconstruction. Les Maple Leafs, c'est un peu la même chose. Oui, on a raté les séries 9 fois sur 10, mais on n'était pas en reconstruction pendant une décennie. Les années, entre autres, Kessel et Dion Phaneuf à Toronto, on essayait. On réussissait pas, mais on essayait. Les mauvaises langues diront qu'il y a rien qu'aux poches qu'essayer puis passer proche, ça paye. Ça, c'est pour une autre discussion. Donc, les Leafs. La reconstruction en tant que telle, un peu comme le Canadien, ben là, après ça, on pourrait débattre de si le Canadien est encore en reconstruction ou non, là, mais officiellement, la reconstruction des Leafs, on pourrait dire qu'elle a été courte. 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016. En 2014, on a repêché Willie Nylander, 8e au total. En 2015, on a repêché Mitch Marner, 4e au total. En 2016, on a repêché Austin Matthews, 1er au total. Bang, bang, bang. On s'est pas trompé. Bon, encore une fois, il y a des gens que je vois venir qui pourraient dire qu'ils se sont trompés parce que tous ces gars-là choquent en série. Encore une fois, c'est pour une autre discussion. On a composé notre Big Three, puis on est retourné en série dès l'an 1 d'Austin Matthews, 2016. Et depuis, on ne les rate plus. Ou du moins, on ne les a pas ratés depuis ce temps-là. Encore une fois, les mauvaises langues diront que, par contre, du côté des Leafs, on a failli la prochaine étape, c'est-à-dire se rendre loin en série. C'est un excellent bon point, mais tout ça pour dire qu'idéalement, je vous le souhaite, partisans du Canadien de Montréal, que la fin des choses pour le Canadien soit différente que ce qu'elle est pour les Maple Leafs de Toronto jusqu'ici, encore une fois, mais c'est possible. Souvenez-vous, 2015-2016, ou plutôt, excusez, 2016-2017, la saison recrue d'Austin Matthews. On a fait les séries un peu de façon surprise. On était une jeune équipe. On savait qu'avec ce premier choix au total-là, qui n'était pas générationnel, mais tout ce qui a tout près d'être borderline générationnel, Austin Matthews, qu'on allait être bon rapidement. On avait déjà Marner, on avait déjà Nylander, on avait Morgan Riley, on avait une belle base. On s'attendait quand même pas à ce qu'ils fassent les séries en 2016-2017. Ils les ont fait comme une jeune équipe, un peu pas par la porte, par en arrière, mais comme équipe un peu plus basse au classement. On est rentré, un peu comme le Canadien de Montréal, et après ça, on n'a jamais regardé en arrière. Sans dire que le comparatif est parfait, parce qu'il ne l'est pas du tout, mais avec le Canadien de Montréal qui là, vient d'avoir un Nick Suzuki qui vient de faire le point par match, même frôler 90 points. Avec Lane Hudson qui est arrivé, recrue de l'année, 66 points. La saison dernière. Et là, avec un Ivan Demidov qui arrive, avec une équipe qui commence à ressembler à quelque chose, ça pourrait effectivement faire ça. Ça pourrait être what's next pour le Canadien. Je pense honnêtement que c'est dans le scénario des possibilités que le Canadien rate plus les séries pour, je sais pas moi, les 5, 6, 7, 8 prochaines années.
Honnêtement, ça se pourrait. Ceci étant dit, même pour des équipes qui ont l'air d'être arrivées, c'est pas tout le temps ça. Je viens de vous parler des Maple Leafs. Allons dans l'Ouest. On reste dans le Canada. Edmonton. J'ai-tu besoin de vous rappeler que la Ligue nationale de hockey a changé ses règlements à cause des Oilers d'Edmonton? Règlement de la loterie, parce qu'en 2010, Taylor Hall, premier au total. En 2011, Ryan Nugent-Hopkins, premier au total. 2012, fail total, fail for nail. Finalement, nail ya fail, Yakupov, premier au total. Darnell Nurse, septième au total en 2013. Leon Draisaitl, troisième au total en 2014. Et finalement, Connor McDavid, premier au total en 2015. Je dis finalement, on a quand même encore repêché Jesse Puljujärvi, quatrième au total l'année suivante. Bon, ça aussi, ça n'a malheureusement pas été un bon choix en rétrospective pour les Oilers d'Edmonton, mais quand même. Première série des Oilers, 2017. Et là, en 2017, Connor McDavid est MVP de la Ligue. Il imite Sidney Crosby qui a gagné le trophée Hart, le trophée Hart Trust, tout ce qu'il avait à gagner à sa deuxième saison. Dans le cas de Sid, c'était en 2006-2007. Connor McDavid fait la même chose en 2016-2017. Après une saison recrue où il a été blessé, il avait joué à peu près une quarantaine de matchs, mais démontrait déjà qu'il allait être le real deal, au-dessus du point par match. Il arrive à l'an 2 et déjà gagne le Hart Trust, gagne le Hart, fait tout ce qui est possible de faire. Si ma mémoire est bonne, il avait été le seul à obtenir 100 points cette année-là, d'ailleurs, Connor McDavid. Et les Oilers font les séries. On aurait vraiment été en droit de penser que les Oilers d'Edmonton, un peu comme les Maple Leafs de Toronto, là, c'était parti pour la gloire. T'as McDavid, t'as une panoplie de bons jeunes joueurs, voilà, c'est réglé. Non, c'était pas réglé du tout. Après ce premier parcours éliminatoire, avec Connor McDavid, déjà MVP de la Ligue, on n'a pas imité les Pingouins qui, après ça, sont allés gagner une première coupe quelques années plus tard, puis avaient même fait la finale l'année d'avant. Non. On a raté les séries 2 ans de suite, malgré Connor McDavid, malgré un jeune Leon Draisaitl, malgré tout ce qu'on avait, on a raté les séries en 2018 et 2019. Donc, honnêtement, ça aussi, ça pourrait être l'avenir du Canadien de Montréal à court terme. Parce que là, depuis ce temps-là, contrairement aux Maple Leafs de Toronto, les Oilers ont à tout le moins trouvé le moyen de se rendre loin en séries éliminatoires. On a fait des finales de conférence. On vient même d'être éliminé 2 ans de suite en finale de la Coupe Stanley par les Panthers. Mais après notre premier petit goût, là, après avoir trouvé un petit quelque chose qui fonctionnait, après y avoir goûté aux séries, on les a ratés 2 ans de suite, malgré le fait qu'on avait le meilleur joueur de hockey au monde en devenir chez les Oilers d'Edmonton. Et depuis ce temps-là, par contre, on fait des séries, on va loin en séries. Ceci étant dit, le Canadien de Montréal n'a pas de Connor McDavid. On me confirme, merci, que McDavid était effectivement le seul à avoir fait 100 points cette année-là, en 2016-2017. Crosby et Kane. Patrick, pas Evander. Ça, on ne me l'a pas dit, mais je peux vous confirmer que c'était Patrick Kane. Je suis pas mal 100% sûr de ma shot. Qui avait fait 89 points en 2016-2017. Evander Kane n'a jamais fait 89 points dans la Ligue nationale de hockey. C'est une Ligue nationale différente. Hein. Carey Price avait gagné le Hart, justement parce que personne n'avait fait grand-chose de particulièrement impressionnant, offensivement parlant, l'année d'avant, 2014-2015. Jamie Benn qui avait gagné le trophée Hart Trust. Bref, Maple Leafs, on rate plus les séries depuis qu'on a réussi à les faire une première fois. Les Oilers, on a eu un petit goût, mais après ça, ça a pris du temps avant de retrouver la formule magique. Puis une des raisons pourquoi... Il y a 2 raisons pourquoi je pense que ce qui est arrivé aux Oilers, ça peut arriver aux Canadiens. La première, c'est que, oui, même si Boston là, semble finalement, mais regardez, on ne sait jamais que les Bruins, je ne sais pas pour vous, moi je continue d'être vraiment prudent quand il est question des Bruins de Boston, semble finalement être sur un petit déclin. Puis je vous la pose la question, puis laissez-moi savoir dans le chat, on fait quoi des Maple Leafs cette année? Avec la perte de Marner, mais l'arrivée de Nicolas Roy, il y a une partie de moi qui pense que les Leafs 2.0, avec encore Austin Matthews dans la fleur de l'âge, avec encore Willie Nylander dans la fleur de l'âge, John Tavares maintenant qui prend moins de place sous le plafond salarial, il y a une partie de moi qui pense peut-être que les Leafs vont bizarrement, puis je suis pas un détracteur de Mitch Marner, loin de là, peut-être être meilleur. Peut-être qu'avec Marner parti, des attentes différentes, on va peut-être un petit peu changer. Craig Berube qui est là va peut-être réussir à mettre un petit peu plus l'équipe à sa main. Je sais pas trop quoi faire des Maple Leafs pour la prochaine année. Je serais pas surpris si on a une année de transition, qu'on rate carrément les séries. Et je serais pas surpris non plus si, au contraire, on est très très bon puis on gagne la division. Là, vous allez me dire, je vous vois venir, ben là, voyons, belle façon de pas se mouiller, ça. Ils peuvent tout faire. Oui, je suis désolé, mais oui. Mais bref, tout ça pour dire que les 2 Florides sont encore là et devraient encore être bons pour quelques années. Les Maple Leafs de Toronto, les Sénateurs d'Ottawa sont au même niveau que le Canadien de Montréal. Bref, strictement par la force de la division Atlantique, ça se pourrait que le Canadien
dans les prochaines années de la misère à se glisser en série. Je vous rappelle qu'on s'est glissé en série par la peau des dents. La saison qui vient de se conclure chez le Canadien de Montréal. Donc, il y a cette raison-là. Pourquoi je pense que le Canadien de Montréal pourrait avoir des difficultés dans la prochaine année, peut-être même les 2 prochaines saisons. Et l'autre, ben, pour vous parler de l'autre, parlons des Devils du New Jersey. Parce que les Devils du New Jersey aussi, un peu à l'image des Maple Leafs de Toronto et des Oilers d'Edmonton, on a raté les séries 9 saisons sur 10 chez les Devils. Dans leur cas, c'était de 2013 à 2022. On a repêché pendant ces années-là, entre autres, Pavel Zacha, 6e au total en 2015, qui n'est plus là, qui va peut-être être à Montréal, sait-on jamais. Nico Hischier, premier en 2017. Jack Hughes, premier en 2019. Luke Hughes, 4e en 2021. Et après ça, on fait les séries un petit peu par surprise, j'ai envie de dire. Puis en 2022 aussi, j'ai même pas dit Simon Nemec, là. Mes excuses à Simon Nemec, qui à date n'est pas encore un membre à part entière de l'équipe, si je peux le dire ainsi. Un peu à la surprise générale, les Devils du New Jersey et un peu à l'image du Canadien de Montréal de cette saison, ont fait les séries en 2023. Puis on fait pas juste les séries. Contrairement aux Canadiens de Montréal, les Devils, souvenez-vous, ils ont été bons toute l'année. Ils avaient obtenu au-dessus de 100 points. On se demandait est-ce qu'ils allaient finir par casser. Ils n'ont pas cassé. Ben oui, ils ont cassé en 5 en première ronde des séries face aux Rangers de New York. Mais je ne sais pas pour vous, mais moi, à ce moment-là, je pensais que les Devils étaient arrivés. Tu as Jack Hughes qui vient de faire 99 points. Jack Hughes et Nico Hischier qui est un tout autant, même, il y a un argument pour dire meilleur centre que Jack Hughes, parce que Nico Hischier, c'est un peu un Nick Suzuki, dans le sens où il donne du 70 à 80 points, pas mal stédé puis égal. Et en plus de tout ça, c'est un centre dans les 2 sens de la patinoire. C'est le capitaine de l'équipe. Tu te dis, tu as ces 2 gars-là, ta ligne de centre est belle, tu as d'autres bons jeunes, tu as un vétéran comme Dougie Hamilton. Ben non, finalement, les Devils ont raté les séries en 2024. Pourquoi? Ben il y a plusieurs raisons, mais la principale, ben, les blessures. Les blessures. En 2024, Jack Hughes a joué 62 matchs. En 2024, Dougie Hamilton a joué 20 matchs. Puis je vous pose la question. Je le souhaite pas, là. Regardez, ils ont fait construire un beau studio. Regardez-moi ça, le beau bois. C'est un beau menuisier qui avait ça. C'est vraiment pas pire. Pas pire pantoute. Ça pour dire que c'est du beau bois à toucher. C'est du très beau bois à toucher. Fait que pour vous, je touche du bois. Mais imaginez un instant qu'on remplace Jack Hughes par Nick Suzuki puis Dougie Hamilton par choix du rôtisseur Lane Hudson ou Noah Dobson. Êtes-vous d'accord que si on dit Nick Suzuki 62 matchs cette année, Noah Dobson 20 matchs, les espoirs, les attentes du Canadien changent? Donc le Canadien n'est pas encore une équipe que tu regardes et tu te dis que malgré quelques blessures, les attentes ne changent pas. Le Canadien de Montréal est encore une équipe qu'une blessure peut complètement dérailler une saison. Même que Nick Suzuki, d'une certaine manière, est le nouveau Carey Price du Canadien de Montréal. Ce que je veux dire par là, le Canadien de Montréal 2014-2015, avec Carey Price entre les poteaux, avec Carey Price MVP, gagne sa division, entre en série comme une des bonnes équipes. On franchit le premier tour, on est éliminé au deuxième. L'avenir semble rose, tout va bien. Piquet et Carey Price sont au sommet. Même Max Pacioretty est un des meilleurs buteurs de la Ligue nationale de hockey sur une période de 4 ans. Carey se blesse après 10 matchs de saison en 2015-2016. 10 matchs où il gagnait tous ces matchs. Le Canadien était littéralement premier dans la Ligue en 2015-2016 au moment de la blessure à Carey Price. Et qu'est-ce qui arrive après ça? Blessure de Carey grave, on tombe. On n'a pas terminé dernier de la Ligue cette année-là. Mais à partir du moment où Carey s'est blessé jusqu'à la fin de la saison, le Canadien a été dernier. Donc, de premier, on est passé à dernier. Évidemment, contrairement à l'époque, le Canadien sera... Ben, t'as vu quoi? Je sais jamais. Une bonne séquence pour partir une année, ça se peut. Le Canadien ne devrait pas être au premier rang de la Ligue, mettons, après 10 matchs. Puis je pense pas que Nick Suzuki ferait passer le Canadien à lui seul de premier à dernier, mais posez-vous la question. Qui jouerait au centre si tu n'avais pas de Nick Suzuki en ce moment? Donc, la deuxième raison pourquoi le Canadien, je pense qu'ils peuvent un peu faire comme les Devils du New Jersey et rater des séries, rater les séries cette année, l'an prochain, ça serait en raison de blessures. Je vous la pose, la question, si vous voulez vous joindre à la conversation. Dans le chat, moving forward, c'est quoi pour vous? What's next? Quelles sont vos attentes?
pour le Canadien de Montréal cette saison. N'hésitez pas à l'envoyer par texto. C'est pas vraiment un texto, là, mais dans le chat, n'hésitez pas à me laisser savoir c'est quoi vos attentes pour le Canadien de Montréal pour la prochaine saison. Rendez le chat actif là, dans la prochaine heure. Là. Je veux qu'en sortant de là, on me dise que hey, le chat a été actif. On a aimé ça. Et sinon, cliquez sur le lien, que ce soit par audio ou par vidéo, pour vous joindre à la conversation d'ici la fin de cette heure du midi, pendant que ça sent bon, là, d'après moi, pendant qu'on mange de quoi de pas pire de l'autre côté. Il y a William Payet dans le chat, justement, qui d'ailleurs disait qu'il est dans le coin de Madagascar. Je posais la question tantôt. Là, je disais, c'est où t'es pour avoir 8 heures de décalage horaire? Il est sur un petit caillou proche de Madagascar. Donc voilà. Will Payet dit, le prochain step, moving forward, c'est quoi? Les 5 premières places de la conférence. Oui. Je trouve par contre que tu triches un peu, Will, en faisant ça. Parce que dans la Ligue nationale telle qu'elle est en ce moment, tu peux terminer 5e dans la conférence puis être équipe repêchée, être wildcard. Regarde, là, c'est peut-être moi qui joue un peu trop sur les mots. Là. Quand tu dis donc de finir dans les 5 premiers de la conférence, ce serait que si tu es dans les équipes repêchées, tu es là parce que la division atlantique aurait été trop forte. C'est ce que tu veux dire, j'imagine, Will, quand tu dis que c'est pour toi, moving forward, l'objectif de terminer parmi les 5 premiers de la conférence. Tommy Loca qui dit « J'aimerais que les Canadiens fassent les séries cette année. » Ben oui. T'aimerais? Attends un peu, mais Tommy, ici, il faut qu'on se parle. T'aimerais ou tu penses qu'ils vont les faire? Parce que ce sont deux choses complètement différentes. Moi, j'aimerais bien ça, sortir d'ici puis découvrir qu'on a déposé $1 million dans mon compte en banque. J'aimerais ça! Ma vie changerait. Je pense pas que ça va arriver, pour être honnête avec toi. Il y a une différence entre j'aimerais que et je pense que. Fait que je te pose la question, Tommy, est-ce que tu penses que le Canadien va faire les séries ou ça demeure pour toi, pour le moment, un simple souhait? Personnellement, si je réponds concrètement à la question, moving forward, passer à la prochaine étape, je pense. Regarde, je vais faire comme Tommy. Je souhaite. Mais je pense. Je pense qu'on l'a déjà vu cet été, la prochaine étape. Une des grandes questions, j'allais dire de la dernière année, mais pas juste de la dernière année chez le Canadien. Une des grandes questions depuis qu'on est officiellement entré en reconstruction. Parce que, souvenez-vous, pour ceux là, qui sont, je sais pas moi, dans trentaine, dans quarantaine, là, qui ont connu les années 2000, les années 90, qu'est-ce qu'on entendait ad nauseam, tout le temps? Je vous laisse venir. Écrivez-le dans le chat. Là, je pense que vous savez où je vais aller. Je pense que vous êtes brillant. Vous êtes très, très, très brillant et je pense que vous savez où je m'en vais avec ça. On nous disait, on nous cassait les oreilles lorsqu'il était question pourquoi ne pas faire une reconstruction. On nous cassait les oreilles qu'une reconstruction à Montréal, ça ne fonctionnerait jamais. Les attentes des partisans, la pression médiatique, etc., ça ne pourrait pas fonctionner à Montréal, une reconstruction. Et finalement, on change d'administration et on ose le faire. Donc, une reconstruction telle que le Canadien de Montréal a vécu depuis maintenant la fin 2021, là, fait que depuis 2021-2022, on n'avait jamais connu ça à Montréal. Donc, rapidement, une des questions qui a beaucoup inquiété, un des sujets qui a beaucoup inquiété, c'est OK, même là, maintenant qu'on le fait officiellement, comment on évite de devenir les sabres? Parce que même si j'ai toujours été pour la reconstruction depuis la seconde qu'elle a commencé, je pense que oui, dans la Ligue nationale de hockey, avec plafond salarial, tu peux rester bon très, très longtemps. Ça reste que la majorité des équipes qui le font ont débuté quelque part. Après ça, les cycles peuvent soit durer vraiment longtemps si tu as la chance de repêcher Geno Malkin puis Sidney Crosby back-to-back. Bon, ça n'arrive pas à grand monde. Ou simplement, si tu réussis tout le temps, dans les courts moments de légère baisse de régime ou quoi que ce soit, un peu comme les Bruins de Boston l'ont fait pendant longtemps, à aller chercher des joueurs clés, avoir des soubresauts et tout ça, c'est possible. Mais il faut quand même que tu commences à quelque part. Oui, c'est un choix de deuxième ronde, mais ça reste que les Bruins, Patrice Bergeron, ils l'avaient repêché. Brad Marchand, oui, c'est un choix tardif, ils l'ont repêché.
Tuukka Rask repêché et tout ça. Et quand tu vas en reconstruction, c'est pas juste d'essayer d'avoir des premiers choix au total, des deuxièmes choix au total année après année. C'est une panoplie de choix au repêchage qui te permettent de bâtir quelque chose de solide. La meilleure preuve, c'est Lane Hutson. Si le Canadien, en 2022, n'a pas accumulé tous les choix qu'on a accumulés, on avait 2 choix de première ronde, on avait plein de choix de deuxième ronde, est-ce que tu oses Lane Hutson ou tu y vas pour un choix un peu plus sûr, qui ne deviendra pas le coup de circuit que Lane Hutson semble vouloir devenir, mais qui va au moins jouer dans la Ligue nationale de hockey? Je sais pas moi, un Artturi Lekonen, là, ou peu importe. J'ai-tu de manquer de respect à Artturi Lekonen, moi? Héros national. Salutations à Félix Séguin. Bref, la question qu'on se pose, c'est OK, mais une fois qu'on est là, comment on évite de devenir les Sabres de Buffalo? Comment on évite de devenir les Sénateurs d'Ottawa, qui là, finalement, peut-être se pointent le bout du nez vers quelque chose de tangible? Comment on évite de devenir ces équipes qui restent en reconstruction pendant 10 ans? Comment on fait? Bien, je pense qu'on le voit déjà moving forward. Ça a commencé, j'allais dire cet été, mais c'est pas vrai, ça n'a pas commencé cet été. Ça a commencé l'an passé ou il y a 2 ans. Ça a commencé avec Nick Suzuki qui passe ses étés à Montréal. Je sais que peut-être que pour certains d'entre vous, ça a l'air niaiseux. Pour moi, ça ne l'est pas. Nick Suzuki envoie un message clair que lui, 365 jours par année, son objectif, c'est de faire de l'organisation pour laquelle il est capitaine une des meilleures organisations de la Ligue nationale de hockey. J'adore Rasmus Dahlin, j'adore Tage Thompson. Est-ce que ceux-ci démontrent 365 jours par année que non seulement ils sont des joueurs vedettes de la Ligue nationale de hockey, mais en plus, ils ont ce qu'il faut, ils ont les épaules assez larges pour amener une culture, une équipe, une organisation vers le haut? J'ai pas la réponse. Je pense qu'elle est non. Ceci étant dit, je pense vraiment aussi que Rasmus Dahlin, c'est une organisation un peu plus compétente, ça serait mieux pour lui, mais ça serait pour un autre débat. Nick Suzuki est déjà en train de démontrer que le Canadien va avoir ce qu'il faut pour move forward, ne serait-ce que par lui. Le capitaine tranquille, le capitaine emblématique, le capitaine dont l'idole, selon ses dires, n'était pas, comme beaucoup de jeunes de sa génération, Sidney Crosby, ce qui n'aurait pas du tout été une mauvaise chose, n'était pas Alex Ovechkin, n'était pas, je sais pas moi, Patrick Kane, non, Patrice Bergeron. Nouveau collaborateur à la Poche Bleue, d'ailleurs. Quelle acquisition du DG de la Poche Bleue. Patrice Bergeron. Incroyable. Patrice Bergeron a-t-il déjà gagné le trophée Art Ross? Non. Patrice Bergeron a-t-il même ne serait-ce fait que 100 points dans une saison dans la Ligue nationale de hockey? Non. Est-ce que Patrice Bergeron est unanimement reconnu comme un des meilleurs joueurs de centre de sa génération? Oui. Je suis en train de dire que Nick Suzuki va devenir un des meilleurs joueurs de centre de sa génération? Non. Mais il a ce qu'il faut pour, culturellement parlant, amener une organisation comme le Canadien à bon port. Et moving forward, moi, c'est ça que je veux voir de l'équipe. Matthew Tkachuk a dit, et puis, bon, je vous avoue que j'ai une relation amour-haine avec Matthew Tkachuk, particulièrement depuis la confrontation des 4 nations. Mais Matthew Tkachuk, c'est un tabarblib de joueur de hockey, soyons honnêtes. Et ça m'a fait grincer des dents quand il a dit, parce que je trouvais que c'était une flèche complètement mesquine, mais malheureusement vrai. Donc, est-ce vraiment mesquin si c'est vrai ou c'est juste que la vérité fait mal? C'est peut-être que la vérité fait mal. À la fin de la finale de la Coupe Stanley, quand il a dit, contrairement à eux, on n'est pas 2 gars, puis on est une équipe. Puis je pense que le Canadien de Montréal, moving forward, c'est ça qu'on va voir. Oui, puis ça, d'ailleurs, on va revenir là-dessus dans quelques instants, là, mais quel quote, vous retournerez checker ça sur les réseaux sociaux de la Poche Bleue, là. Quelle citation sortie par Max Lapierre, plus tôt aujourd'hui dans cette émission marathonienne de 14 heures, quand il a dit que pas 1, pas 2. Puis là, je ne serais pas LeBron James. Not 3, not 4, not 5, not 6. Pour finalement s'arrêter à 2. Je pense qu'il a dit 4, si ma mémoire est bonne. Joueur de la Ligue nationale cet été, lui, on dit que Ivan Demidov leur fait penser à Nikita Kucherov. Hey, ça, c'est mettre la barre très, très, très haute. Mais tout ça pour dire que le Canadien a peut-être des vrais joueurs d'élite, top 5 de la Ligue, parce que même si... je suis seul qui trouve que Nikita Kucherov, des fois, il se fait manquer de respect dans les conversations de meilleurs joueurs de la Ligue. On dirait qu'on l'écarte tout le temps un petit peu. Est-ce parce qu'il est pas centre? Est-ce parce qu'il est tellement offensif? Puis pas, tu sais, dans les deux. C'est parce qu'il est russe. C'est-tu la fameuse conférence de presse avec la bière en 2021 qu'on lui a pas pardonné dans les médias canado-anglais? Je le sais pas. Mais Nikita Kucherov, c'est un vrai de vrai. Je veux dire, mettons, là, on joue à NHL 26 puis tu fais un fantasy draft pour partir les équipes de la Ligue nationale de hockey juste pour cette année, parce que là, pour les 10 prochaines années, ça serait différent parce que Kucherov, il n'a
plus 20 ans, là. Mais pour cette année, là, mettons que tu as à choisir un joueur. Kucherov sort, il sort top 10, puis honnêtement, il sort peut-être 5e. Je prends McDavid avant lui, je prends Barkov quand même avant lui, je prends Léon avant lui, McKinnon, McCart, ouais, OK, il sort pas top 5, excusez. Il sort top 10. Je suis allé assez vite, mon affaire, finalement. Pas grave. Ça pour dire que le Canadien aura peut-être pas un McDavid, mais je pense qu'il va avoir quand même des joueurs suffisamment bons pour avoir un vrai joueur vedette, peut-être 2, un vrai leader comme Nick Suzuki, une équipe complète. Et moving forward, pour moi, c'est ça. C'est, je pense que dès cette année, même si, oui, le bébé n'est pas né encore. On est encore dans le confort du ventre de maman. Qui est maman? Kent Hughes ou Jeff Gorton? Ça, c'est une drôle d'image que je viens de me mettre en tête. J'aurais pas dû aller là. Excusez-moi. Envoyez-moi des tomates. Tout le monde, emoji tomate dans le chat, parce que c'est pas une belle image que je viens de vous mettre en tête de Kent Hughes ou Jeff Gorton qui porte le bébé du Canadien de Montréal. Là. Mais cette équipe est encore au stade embryonnaire. Embryonnaire, l'équipe du Canadien de Montréal, mais on voit déjà quelque chose qui est en incubation et qui devrait devenir une équipe de la Ligue nationale de hockey. Et c'est quelque chose, je trouve, qu'on n'a pas vu à Montréal depuis la fin des années 80, le début des années 90. Moving forward, une équipe qui, année après année, n'en sera pas une qu'on se dit « Hey, Scary Goldbein, cette année, on a une chance. » Non. Une équipe qu'on va se dire « On fait partie des meilleures formations de la Ligue nationale de hockey. » Les attentes sont un long parcours éliminatoire. Les attentes sont une Coupe Stanley avec ce noyau. Merci à Sam sur le chat qui m'a envoyé une belle tomate. Je l'ai mangée en pleine face. Je vous rappelle qu'il y a un lien dans le chat et je vais lire vos commentaires dans les prochains instants parce que à cette excellente émission du midi qui est présentée par Vanout d'ailleurs, elle est animée par Vanout et présentée par Vanout, une entreprise fondée au Québec. On me dit que Jacob qui est prêt dans le chat à venir discuter dans son auto. Comment ça va, Jacob? Oui, ça va bien, toi? Ça va bien. Ça va bien. Ah, j'ai pris le temps de m'arrêter. Fallait trop que je te pose une question. OK, vas-y. J'écoute. Écoute, on est allé chercher Dobson. Oui. On a déjà Hudson. Est-ce que toi, tu les mettrais ensemble sur la première vague de l'avantage numérique? C'est question d'avoir 2 gars à pointe qui sont extraordinairement offensifs, ou tu irais plus avec 4 puis un défenseur, 4 attaquants puis un défenseur sur cette vague-là? Tu m'aimeras pas, Jacob, mais je te relance avec une question à ta question. Qui tu tasses pour Dobson de l'avantage numérique? Ben, moi, c'est ça, pour ça que je te pose la question, parce que moi, je tasse personne, en fait. Moi, Dobson, il va pas sur la première vague, en tout cas, du moins pas au début de la saison. Mais après ça, ton opinion est aussi bonne que la mienne. Là. Et cette première vague que tu casses pas, c'est la vague de saison régulière, c'est-à-dire Laine, Hudson, Suzuki, Slavkovski, Caulfield, ou c'est celle de série où Laine est remplacé par Demidov? Moi, je commencerai avec Laine. Question de faire un petit peu comme on a fait avec Hudson l'an dernier. Donc, tu lui donnes un petit peu de temps sur la deuxième vague d'Emidov. Tu vois comment ça se matérialise, disons. Puis après ça, si ça va super bien puis tu penses que ça peut améliorer ta première vague, ben, tu l'amènes puis tu fais les changements nécessaires. Mais je commencerai d'Emidov sur la 2 puis je garderai, comme tu dis, celle de la saison régulière, disons. Moi, je suis mitigé sur celle-là, Jacob, parce qu'il y a une partie de moi qui se dit Demidov nous en a déjà démontré assez pour qu'il puisse débuter sur la première vague d'avantage numérique. Ceci étant dit, malgré ça, je pense que j'ai pas le choix d'être conséquent avec ma position de l'an dernier, qui était la suivante. L'an passé, il y avait Laine Hudson qui s'amenait. Puis je me souviens, tellement de monde voulait tout de suite le voir sur la première vague d'avantage numérique, disait... il est déjà meilleur que Mike Matheson, mettons-le. Puis moi, à ça, je disais, honnêtement, je pense que oui. Je pense qu'il est déjà meilleur que Mike Matheson. Ceci étant dit, tu peux pas, ne serait-ce que par respect pour Mike Matheson, le tasser dès le match 1. Ça peut être dès le match 10 s'il le faut, mais pas dès le match 1. Puis je pense qu'il faut faire la même chose cette année pour le Canadien de Montréal. Fait que je suis d'accord avec toi qu'on peut pas mettre Demidov tout de suite. Donc, Slav débute, parce que pour Demidov, pour moi, ce serait Slav, je pense. Et là, reste le tir à la pointe de Patrick Laine. Je pense que Laine mérite encore de débuter là. Je pense qu'il a démontré à quel point il est dévastateur puis que, honnêtement, strictement dans cet élément-là du tir sur réception, il y a juste Ovechkin qui fait mieux que lui là. Mais il y a une partie de moi qui se dit, as-tu vraiment donné 9,5 millions à Dobson pour le mettre sur la deuxième vague?
Je sais pas. Je sais pas. Tu sais, je vais te poser la question. C'est un nouvel environnement. Même les meilleurs, des fois, ont de la misère à s'adapter à un nouvel environnement. Tu sais, tu regardes juste Steven Stamkos avec Nashville. Ouais. Est-ce que tu veux prendre cette chance-là avec lui puis le démoraliser, disons, si ça ne fonctionne pas d'entrée de jeu? Tu sais, je sais pas. Je te pose la question. Puis comme tu dis, ça fonctionnait aussi un peu l'an dernier avec Laine. Il a marqué 15 buts de ses 20 sur l'avantage numérique. Fait que, tu sais, est-ce que tu veux tout chambouler ça ou tu veux te donner un peu de temps? Puis, comme tu dis, au pire, après 10 matchs, tu changes ça ou 5 matchs, peu importe. Tu sais, moi, je suis plus dans cette optique-là. Là. Non, je comprends ce que tu dis, puis c'est une bonne question. Je pense qu'ils vont débuter avec la première vague qui a fait la majorité de la fin de la saison. Donc, le premier trio, Laine, Hudson. Et tu débutes avec comme tes deux gros gars sur la deuxième unité étant Dobson et Demidov. Et là, ça va pouvoir créer une saine rivalité. Tu vas pouvoir alterner. Il va y avoir des blessures et tout ça. Mais moi, ce que ça me dit, c'est... Tu sais, je sais pas t'as quel âge, Jacob, là, mais je me souviens pas dans ma vie avoir déjà eu des questions où tu te grattes vraiment le coco à Montréal de dire « Hey, t'as vraiment un solide 7 gars qui méritent une place sur la première vague d'avantages numériques. » Max a dit plus tôt aujourd'hui qu'il voulait pas manquer de respect à Jordan Wheel. Moi, je vais lui manquer un peu de respect à Jordan Wheel, mais je me souviens d'un temps où il y avait Jordan Wheel en avantage numérique. C'est qu'il n'y a pas si longtemps que ça. Et là, tu te poses la question si un défenseur qui a fait 70 points il y a 2 saisons à peine va être sur ta première vague. Tu te poses la question à savoir si le gars qui est littéralement favori pour gagner le titre de recrue de l'année va avoir sa place sur la première vague d'avantages numériques. C'est sensationnel. Mais moi, je te repose une deuxième question. Vas-y. L'an passé, Nick Suzuki a passé beaucoup de temps sur les 2 vagues d'avantages numériques. Est-ce qu'on a maintenant, j'ai dit on en avait 7, est-ce qu'on en a 10 qui permettraient à Nick Suzuki de se concentrer sur la première vague et peut-être d'aller chercher des minutes ailleurs, entre autres en désavantage numérique, ou Suzuki, encore, let's go, 2 vagues d'avantage numérique? Hey, c'est une excellente question. En fait, c'est plus Kirby Dach qui va répondre à cette question-là, dans le fond, au camp puis en début de saison. Je veux dire, si ça serait lui, normalement, qui devrait être au centre de la deuxième vague. C'est juste que là, après ça, voir est-ce qu'il va être en forme pour commencer, est-ce qu'il va être apte à justement pivoter cette unité-là, parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que c'est peut-être pas un centre ou on devrait plus l'employer à l'aile. Il y a toutes ces questions-là que lui, il va falloir qu'il réponde. Sinon, c'est sûr qu'il va falloir se rabattre sur d'autres options, puis peut-être justement de ramener Suzuki sur les 2 vagues d'avantage numérique, dans le fond, qui passe le 2 minutes là, pratiquement. Là. Fait que, j'ai pas plus la réponse, disons, que toi ou que n'importe quel autre analyste. Là, ça va être vraiment plus Kirby Dach, puis son retour en forme, puis comment il va se comporter, qui va pouvoir répondre à ça. Je trouve que ma réponse initiale, ce qui je pense qui est la bonne réponse, c'est faut que tu lui permettes de souffler. Mais en même temps, si Demidov n'est pas sa première vague, je veux tellement voir Suzuki puis Demidov, excusez-moi, passez-moi l'expression, cook! Let them cook ensemble! Les quelques petites présences ensemble sur la glace l'hiver, au printemps dernier, déjà, tu voyais que Demidov, même en termes de création de jeu, là, même Caulfield, même Slavkovski, il n'y a personne d'autre en attaque. Il y a Hudson qui peut le faire. Il n'y a personne d'autre en attaque qui peut danser comme ça avec Nick. Fait que, mais je pense que tu dois permettre à Nick de souffler un peu, puis peut-être justement aussi, parce qu'avec la perte de Christian Dvorak, je pense que de peut-être donner la deuxième vague de désavantage numérique à Suzuki peut vraiment être une option, mais là, tu peux pas lui donner les 2 premières vagues, les 2 vagues d'avantage numérique, puis le désavantage numérique. Fait que, c'est ce que j'ai hâte de voir. C'est ce que j'ai hâte de voir. Merci pour ton appel. Ouais. Merci à toi, puis c'est toujours très intéressant de t'écouter. Merci, salutations. Faites comme Jacob. On dit-tu appel d'ailleurs en ligne? Je sais jamais. Théoriquement, c'est-tu un appel? Qu'est-ce qui est un appel de nos jours? Je l'ignore. Honnêtement, là, faut-tu dire un... Quel autre mot? C'est pas un FaceTime non plus. Je sais pas. Je sais pas comment qualifier ça, mais c'est un appel. Pour faire comme Jacob et pour vous joindre à la conversation, le lien est dans le chat. Là. Si jamais il est un peu plus haut, vous avez juste à monter. Vous dites hey, moi aussi, je vais appeler. Je vais donner mon opinion sur la prochaine saison du Canadien de Montréal. Moving forward, vous voulez poser vous avez des questions spécifiques là, auxquelles vous voulez des réponses. N'hésitez pas. À appeler. Si jamais vous êtes trop gêné et vous ne voulez pas ouvrir votre caméra, vous n'êtes même pas obligé. Là. Vous pouvez appeler, on va vous entendre. Ça va être le fun. Ça va être comme parler à ma conscience. Venez être ma confiance. Pas ma confiance. Vous pouvez être ma confiance aussi. Règle générale, c'est pas un problème, ça, par contre, la confiance. Visioconférence. Voyez-vous, ma conscience vient de me parler. Elle est sensationnelle, cette conscience. Elle apparaît comme ça des fois, puis elle me glisse des mots à l'oreille. Puis... Merci pour votre appel en visioconférence.
Maintenant, prochain sujet, si vous le voulez bien. Non, c'est une blague. On ne virera pas Radio-Canadien ici ce midi. Là, ça va faire. Je vous rappelle que dans environ une quinzaine, vingtaine de minutes, il y a Mathieu Chouinard qui va se joindre à la conversation. On va, entre autres, parler là, des gardiens, oui, du Canadien de Montréal, mais à travers la Ligue nationale de hockey. J'ai hâte de parler de gardien avec Chouin parce que Monty s'est réglé. Et je suis surpris à quel point beaucoup pensent que Kaapo Kähkönen va être le deuxième gardien pour débuter la saison. J'ai hâte de savoir ce que Chouin en pense un peu plus tard. Dominique Lantin qui dit « Coudon, c'est ton boy Max ou la poche bleue? » C'est ton boy Max, présenté par Vanout. Max Vanout, présenté par Vanout. Entreprise fondée au Québec avec des grains de café 100% responsables à la poche bleue. Tout est dans tout. C'est splendide. C'est du génie. Dans les nouveaux studios de la Poche Bleue que vous allez découvrir dans les prochaines semaines, ils sont magnifiques. Ils sont encore plus magnifiques quand c'est Max Lapierre qui est ici et non pas Max Vanout. Je ne sais pas ce qu'il se met comme crème hydratante à son âge avancé pour continuer à avoir un si beau minois, mais il le fait de façon sensationnelle. Martino Presto. Salut Martino Presto. La question que je me pose est, pensez-vous qu'il va y avoir un échange avant le début de la saison? Bien sûr, au poste de centre. Il précise lui-même. C'est ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça. N'hésitez pas dans le chat à faire comme Martino Presto et Dominique Lantin et interagir avec moi, comme ça. C'est ma partie préférée, interagir avec vous. C'est pour ça que je suis ici ce midi. Quelle bonne question, Martino. C'est la question qu'on se pose tous. Honnêtement, d'après moi, si on mettait un sondage dans... En fait, je pense qu'on peut le faire. Si jamais on peut le faire, là, un sondage dans le chat en ce moment à la question « Est-ce que le Canadien fait l'acquisition d'un joueur de centre avant le match 1 de la saison? » Ma prédiction serait qu'on frôlerait un référendum sur la souveraineté du Québec. On serait proche du 50-50. Je pense que ce serait 52% non, 48% oui. Faites-moi pas mentir, s'il vous plaît. Pourquoi? Quelques raisons. La première, c'est que je pense qu'on doit... On doit rien dans la vie. Là. C'est la Ligue nationale de hockey. Tu dois rien à personne. Tu dois mériter ta place. Oui, effectivement. Mais on doit une dernière chance à Kirby Dach de prouver qu'il peut être le deuxième centre de cette équipe-là. On doit également, je crois, et là, pas doit au sens de voir quelque chose à quelqu'un, là, mais, ou plutôt, on devrait, à mon avis, être patient. On devrait être patient parce que même si la solution n'est pas à l'interne, je pense que le Canadien de Montréal n'est pas suffisamment dans la muerde pour ne pas être dans la course, exemple, en décembre. Et un peu à l'image d'Alexandre Carrier l'année dernière, qui s'est amené en décembre, quand finalement on a dû se dire « Hey, on l'a échappé sur notre flanc droit en défense. » On pensait vraiment que Justin Barron allait prendre un pas en avant. Peut-être que Logan Mailloux allait se tailler une place sur la troisième paire. Bien sûr, on ne pouvait pas prévoir la blessure à David Reinbacher, qui a ralenti peut-être, potentiellement, son développement d'une année. On a dû se rendre à l'évidence que... Et aussi, malheureusement, le déclin de David Savard, qui a rendu d'immenses et fiers services l'an dernier. En fait, par respect pour David Savard, à l'instant, je retire ma casquette. Et je sais que ça fait beaucoup jaser chaque fois que je retire ma casquette sur mes vidéos parce que le monde sont comme « T'as des cheveux. » Regardez, par respect pour David Savard, je retire ma casquette 2 secondes. Respect. Juste parce que je voulais pas, si jamais il était à l'écoute, maintenant, nouveau retraité, en faisant à manger, qui entend le déclin, qui fasse « Hey, c'est qui ce gars-là qui parle de mon déclin? » Je veux dire, David Savard a rendu de fier, avec un F majuscule, service aux Canadiens l'an dernier, mais il pouvait plus gober les grosses minutes sur une deuxième paire. Et bref, tout ça pour dire qu'on est allé chercher Alexandre Carrier. Je pense que le Canadien peut être dans une situation similaire cette année. Où, si on se rend compte, début décembre, honnêtement, le gars, ça n'a pas fonctionné malheureusement. On a effectivement besoin du deuxième centre. On peut aller le chercher, ce deuxième centre-là, quelque part à partir de décembre. Puis je pense pas que c'est exagéré quand je dis à partir de décembre. Souvenez-vous, dans les années malheureusement où le Canadien vendait, les transactions Sean Monahan, les transactions Tyler Toffoli. Tyler Toffoli, j'ai en tête que c'est arrivé décembre, janvier. Sean Monahan, c'est arrivé des semaines avant la date limite des transactions. C'est arrivé beaucoup plus tôt. Donc, c'est possible de faire une transaction déjà pour un joueur de ce type-là ou plutôt de cette qualité-là, plutôt que, exemple, le mois de février. Et c'est venu un peu plus tôt sur le sujet, il me semble, à l'émission. C'est l'année Gavin McKenna. J'ai la conviction que certaines équipes qui ne seront pas
ou qui ne seront plus, qui seront déjà plus dans la course, qui savent que malheureusement, ça ne sera pas leur année. J'ai la conviction qu'elles vont peut-être, entre guillemets, abandonner plus tôt et vouloir liquider certains actifs. Excusez, je voulais désespérément dire le mot actif et non pas assets. J'essaie de parler en français. Après tout, on est à la poche bleue ici, pas la poche libérale. 14 février 2022, la transaction Tyler Toffoli. Ah oui, février, hein? Février. Ah bon. Pourquoi je parle? À Saint-Valentin! On a échangé Tyler Toffoli. C'est bien chien, ça. Ils ont échangé Tyler Toffoli en pleine Saint-Valentin. Ça a donc bien pas de sens, ça. Je me souviens pas de ça. Manque de respect. Le gars est en date avec sa blonde. Un restaurant que j'allais nommer, mais que je nommerai pas parce qu'ils n'achètent pas de publicité ici. S'ils veulent que je les nomme, ils achèteront de la publicité. Il était dans un restaurant romantique. Ils l'ont échangé. C'est un scénario fictif, là. Allez pas dire que Max Vanut dit que Tyler Toffoli a été échangé en pleine date. Là. Je me souviens pas que c'était en février. Merci à ma conscience de m'avoir parlé comme ça, de me l'avoir rappelé. Merci aux gens derrière la vitre. C'est bien le fun, ça, d'ailleurs. Avoir des notes comme ça en direct. Pas habitué à ça, moi. J'ai habitué de les chercher moi-même, mes notes. OK, trêve de plaisanterie. C'est la loterie McKenna. Et la loterie McKenna va faire en sorte que on va du côté de plusieurs équipes peut-être abdiquer plus tôt, vouloir avoir le plus de boules possible dans le boulier. Et donc, des joueurs qui peuvent, là, okay, qui, à mon sens, je suis pas du tout dans le secret des dieux. Elliot Friedman viendra plus tard à l'émission. Lui, c'est un insider, un vrai. Moi, je suis juste un gars qui pense comme vous, à voix haute, de préférence. Je pense qu'il y a des joueurs qui présentement ne sont pas disponibles qui vont le devenir. Exemple, si ces équipes-là ne sont pas du tout dans la course au moment où on va être rendu, fin décembre, janvier, début février. Nazem Kadri à Calgary peut devenir disponible. Ryan O'Reilly et ou Steven Stamkos. Dans mon cas, je préférais Ryan O'Reilly. On parle de Sidney Crosby. J'ai même entendu Max tantôt, Colin, vous vendre du rêve en disant qu'une fois que Flower va avoir fait son match pré-saison à Pittsburgh, let's go, Fleury. Bon, c'était un souhait, là, soyons honnêtes. Encore une fois, c'était pas une information. Même Crosby, ça me fait vraiment de la peine d'être ce gars-là. Là. J'aime pas ça être ce gars-là. Écoutez, si Sidney Crosby... vais-je là? OK, chat, chat, est-ce que je vais là? J'allais dire quelque chose d'extrême. Est-ce que je vais là? Est-ce que je me le permets? Je pense que je me le permets. Ils ont l'air en train... Je pense qu'ils m'écoutent même pas. Ils ont l'air de manger. Je pense pas que personne va venir m'interrompre. OK, je me le permets. Si Sidney Crosby est échangé à Montréal avant le début de la saison régulière, une de mes apparitions à la poche bleue sera ici, non seulement en chess, mais en jackstrap. En jackstrap, c'est enregistré. Je peux pas m'en défiler. Et croyez-moi, je pèse 175 livres mouillés sur un plateau sur lequel il y a presque exclusivement des anciens joueurs de la Ligue nationale. C'est gênant pour moi de se mettre en chest. J'ai rien à montrer, j'ai tout à cacher. Pour ça, je porte tout le temps des vêtements amples. Pour cacher que le fait que si je me tourne de côté, on me voit plus. Si Sidney Crosby vient à Montréal, avant le début de la saison, je fais une chronique en jackstrap. Le jackstrap n'est pas si gênant parce que j'ai des jackstraps modernes en petites shorts. J'aurais pas les fun à l'air, quand même. Il y a des limites, là. Un peu de pudeur, quand même. Sidney Crosby peut, par contre, devenir disponible. Puis, soyons honnêtes, Sidney Crosby est comme... tu sais, on a tous déjà eu, dans nos jeunes années, une dream girl. Célébrité, inatteignable. Pour certains, c'était des femmes dans les James Bond. Pour certaines générations, ça allait être une telle. Pour une autre, une autre. Dans mon cas, c'était Emma Watson quand j'étais enfant. Elle jouait Hermione Granger dans Harry Potter. Que voulez-vous? Pour d'autres, c'était Julia Roberts. Ainsi de suite. Ben, tu vas pas croiser Julia Roberts ou Emma Watson dans la rue. Voyons donc. Ça n'arrivera pas. Ben, Sidney Crosby, ça a toujours été un petit peu ça. Depuis que le Canadien, son nom sortait pas à la loterie 2005, le monde tenait, moi je me souviens, tout le monde se tenait, était comme wow, on est rendu 7e au total, puis le Canadien n'est pas sorti, puis là finalement il est sorti 5e, on a eu Carey Price, bravo, tout le monde est bien content. On rêve de Sid à Montréal, le gars qui a fait l'Océanique de Rimouski, qui a rempli les arénas de la Q, je le sais, j'étais au centre Marcel Dion à Drummondville en 2003, 2004, 2005, c'était splendide, on en rêve, mais on en rêve comme on rêve de Julia Roberts. Mais là on dirait que... De plus en plus, Julia Roberts a déménagé à Boucherville, puis elle habite au Québec, puis elle est atteignable.
Je pense que Sid peut réellement, surtout après les propos de son agent Pat Brisson, devenir disponible cette année. Mais pas avant qu'il sera convaincu une dernière fois, une bonne fois pour toutes, que les pingouins, pour les prochaines années, c'est des pingouins, ça vole pas. Les pingouins, ça a des ailes, mais ça sert à rien. Ça sert à faire... à nager, puis à trouver des cailloux, puis se le donner, parce que des pingouins, c'est pour la vie. Ah, merde, les pingouins, c'est pour la vie. Peut-être pour ça que Sid ne veut pas partir. Saviez-vous ça, que les pingouins, c'est pour la vie? En tout cas, vous irez écouter Charles Tisser au lieu de Max Vanout. Je pense que Sidney Crosby peut devenir disponible. Et il y en a plusieurs d'autres. Ça ne veut pas dire que Pavel Zacha n'est pas une bonne option. Je pense effectivement qu'au moment où on se parle, Pavel Zacha est la meilleure option. Ça ne veut pas dire que Jack Roslovic, qui lui n'est pas du tout mon option préférée, n'est pas une option. C'est juste que je pense que en ce moment, c'est pas le meilleur marché pour acheter. C'était le Canadien de Montréal. Ça ne veut pas dire que ça se fera pas. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. Je pense juste que c'est pas le meilleur marché. Puis je pense que le marché va être plus intéressant avec potentiellement plus de joueurs disponibles quelque part fin décembre, janvier pour le Canadien de Montréal. Donc moi, personnellement, à la question qui m'avait été posée par... j'allais dire Dominique Lantin, c'était pas Dominique Lantin. Vous avez vraiment rempli le chat d'images de moi en chess. C'est splendide. Ben, pas au sens propre, là, mais vous êtes intéressé. Vous voulez que le Canadien, soudainement, fasse l'acquisition de Crosby avant le début de la saison. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Donc, merci. Il y a tellement eu de messages que j'ai perdus qui avait posé la question sur l'acquisition d'un joueur de centre d'ici le début de la saison. Non, je pense pas que ça va arriver, malheureusement. Je le souhaite, ceci étant dit. Mais je le souhaite-tu? Je pense que je le souhaite pas, en fait, parce que je pense qu'il va y avoir des meilleures options plus tard. Je trouve vraiment que la seule vraie option que je trouve réaliste, parce que je trouve pas que McTavish c'est réaliste. En même temps, je trouvais Dobson vraiment pas réaliste en février dernier. Puis regardez-vous, je me le suis fait mettre d'en face. Je reçois encore des commentaires sur le TikTok que j'ai fait en février dernier dans lequel je disais ça va coûter la lune pour Dobson. Puis le monde dit comme hey, ça a coûté un élément. Finalement, oui, dans ma face. Avec raison. Complètement dans ma face. Fait que je pense qu'il y aurait des meilleures options de disponibles. Puis tu sais, là, j'ai nommé quelques-unes des équipes que moi, sont comme sur la liste que je crois qu'ils vont couler au classement. Mais tu sais jamais, hein? Qui va couler au classement, qui va avoir une année tellement inattendue et mauvaise qu'un joueur va devenir disponible. Je vais revenir sur mon exemple de Tyler Toffoli, là, mais en 2021-2022, le Canadien vient de participer à la finale de la Coupe Stanley. Y a-t-il quelqu'un qui pensait, là, 15 septembre 2021, que Tyler Toffoli allait être disponible rendu au mois de février? Non, il l'est devenu. Donc, ça pourrait très bien arriver. Un joueur comme ça, qu'on n'a pas en tête présentement, parce que c'est un... Mettons Vincent Trocheck. Mettons. C'est un moins bon exemple parce qu'il est droitier, puis évidemment, on voudrait un gaucher, mais ça reste que pour moi, Vincent Trocheck, c'est un vrai bon joueur de centre de deuxième trio de la Ligue nationale de hockey. Les Rangers, après un trophée des présidents, saison catastrophique l'an dernier, un espèce de genre de reset de je sais pas trop, c'est les Rangers. Ça se pourrait très bien que l'été prochain, si ne serait-ce qu'un seul des gros potentiels agents libres s'y rendent, ça pourrait très bien être les Rangers qui le ramassent, que ce soit McDavid, que ce soit Kaprizov. Nommez-le, il y en a tellement. Mais mettons que les Rangers, encore une fois, cette année, rendus en janvier, ils vont rater les séries. Est-ce que Trocheck va sauter? Je sais pas. En ce moment, je dirais non, c'est pas une option, mais peut-être que Trocheck va sauter. Fait que, vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est pourquoi je pense qu'il n'y aura pas de transaction. Dominique Lantin, lui, sa question, c'était qu'est-ce que tu as pensé de Méchard au match des recrues? J'ai trouvé qu'il a de bonnes habiletés, mais son QI hockey n'est pas très élevé. J'ai une confession à te faire, Dom. On a tous des t-shirts qu'on oublie, hein? Parce que, tu sais, on a notre pile de t-shirts. Tu sais, soyons honnêtes, là, tu fais une rotation. Au final, certains t-shirts reviennent sur le top. Puis là, à un moment donné, t'es comme, hey, ce t-shirt, il est dans le fond du tiroir depuis bien longtemps, le t-shirt que tu mets pas. Philippe Méchard, en ce moment, c'est plate. Je suis pas un expert en espoir. Mais je me souviens, 2022, tous ceux que je suis qui sont des experts, t'es comme, pas sûr de ce choix-là. Et là, on est, tu sais, un choix de première ronde de 2022, rendu à l'automne 2025, qui a encore vraiment de la misère à être un joueur de top 6 de Ligue américaine. T'as raison quand tu dis que les habiletés sont là, mais on a tous connu des joueurs que dans le warm-up, tu regardes, ça c'est clairement le meilleur joueur de l'équipe, puis finalement la game commence, puis tu te dis, whoopalaï, il est pas si bon que ça finalement. J'ai peur que ce soit ça, Philippe Méchard. J'ai peur que ce soit ça. La loterie Mécana risque d'inciter plusieurs équipes à prendre le risque.
de terminer dernier, tu veux dire, j'imagine, Sam. Si oui, je suis d'accord avec toi. Selon toi, Crosby est-il attiré par la qualité des jeunes du Canadien, assez pour choisir le Canadien dans un éventuel échange? Quelle bonne question, Robert Dubé. Merci. Robert Dubé, ça, c'est le nom de quelqu'un qui a un doctorat, puis ça, c'est une question digne d'un doctorant. Docteur Dubé. Quelle bonne question. Chaque fois qu'il est question de Sidney Crosby, je reçois beaucoup en commentaire le commentaire suivant. Le Canadien n'est pas une équipe qui sera assez intéressante pour un joueur comme Crosby. J'ai même entendu récemment, je pense que c'était au sujet de Kirill Kaprizov, là, en fin de semaine. Quand c'est sorti, vous souvenez-vous, la semaine dernière, là, que Kaprizov aurait refusé le contrat le plus lucratif de l'histoire de la Ligue nationale de hockey, j'ai vu passer un commentaire. Quelqu'un me proposait... En fait, non, c'est ça, oui, excusez-moi, je me souviens. Quelqu'un demandait si le Canadien faisait une offre, penses-tu que Kaprizov accepterait de signer? Est-ce que... Puis là, quelqu'un disait, ben non, le Wild est bien plus intéressant que le Canadien. Puis je suis comme, ben non, là, pas... Puis j'aime beaucoup le Wild. Puis je trouve que le Wild a beaucoup de beaux jeunes joueurs et tout ça. Mais si tu me demandes qui va avoir les meilleures 7 prochaines années entre le Canadien et le Wild, je mettrais mon argent sur le Canadien. Et donc, long détour, excusez-moi, pour vous dire que lorsque il est question de Sidney Crosby Montréal, et c'est une des raisons aussi pour laquelle Sidney Crosby est devenu réellement quelque chose à laquelle même les experts les plus conservateurs, mais je veux pas dire dans le sens où qui sont pas du genre à faire des déclarations à long porte-pièce, là, commencent à dire que Crosby à Montréal, c'est une réalité. Pendant longtemps, on se disait, ben non, mais le Canadien, ça va tellement être long le rebuild que par le temps qu'on va avoir besoin d'un genre de Crosby, Crosby va être retraité. Et là, finalement, c'est pas le cas. Et Dom, non, pas Dom, excuse, Docteur Dubé, le doctorant, je pense que oui. Le Canadien, pour Sidney Crosby, est attrayant. J'irais même jusqu'à dire que pour Sidney Crosby, le Canadien est une des équipes les plus attrayantes. Parce que moi, voici ma théorie, qui est 100% théorique, fictive, rien d'ancré dans de l'information privilégiée ou quoi que ce soit. Pour Sidney Crosby, je pense qu'il y aurait 3 équipes. L'Avalanche du Colorado, parce qu'on en parle depuis tellement longtemps. Nathan MacKinnon, eux, ils visent rien de moins qu'une deuxième Coupe Stanley avec ce noyau-là. D'un point de vue strictement hockey. Rien d'autre que hockey. La glace. Je parle même pas de l'administration de la chose. D'un point de vue strictement hockey, Colorado est non seulement intéressant, c'est une des équipes les plus intéressantes. C'est peut-être l'équipe la plus intéressante pour Sid. Vous prenez Sidney Crosby tel qu'il est encore à ce stade-ci, un gars de 90 points, puis vous le foutez sur l'Avalanche, ben bonjour. Bonjour. Je dirais pas Coupe Stanley, mais soudainement, pour moi, l'ordre établi dans l'Ouest en ce moment, là, pour cette année, peut-être Dallas, Edmonton, Colorado, ou, bref, Colorado comme 3e, mais tu remets peut-être premier devant Dallas et Edmonton. Sauf que Colorado a rien. Répétez après moi, a rien à donner pour Crosby. Si Crosby veut aller au Colorado, c'est parce qu'il va appeler Kyle Dubas puis il va faire un Patrick Kane de lui-même quand il est allé aux Rangers puis il va dire « Hey Kyle, it's Colorado. I don't care if you get a 5th round pick. I'm going to Colorado or I'm staying here. » Parce que Colorado n'a rien à donner. On n'a pas repêché en première ronde ces dernières années. Le dernier choix intéressant de première ronde qu'on a eu, c'était Callum Ritchie. On l'a échangé aux Islanders pour Brock Nelson. On n'a pas de choix pour le... On n'a pas de choix de première ronde, de deuxième ronde. C'est comme... Il n'y a rien. Il n'y a rien d'intéressant à donner au Colorado. Peut-être Nabokov, le jeune gardien. Nabokov, deuxième du nom. Peut-être. Puis même à ça, un espoir gardien de but, qui n'est pas non plus Yaroslav Askarov. Montréal, pour toutes les raisons qu'on connaît. Et là, soudainement, Montréal, d'un point de vue hockey, est, oui, somme toute intéressant. On vient de faire les séries. On est comme ça. Moi, Sid, je continue de penser qu'il ne reste pas juste ces 2 années de contrat. Il en reste au moins 4. Sur 4 ans, premier, deuxième centre. Max puis Pascal, il y avait le débat plus tôt à l'émission. Qu'est-ce qui arrive dans la hiérarchie des joueurs de centre si Sid débarque? Il arrive qu'en bon français, on s'en fout un peu. Dans le sens où tu as soudainement des meilleurs duos de centre de la Ligue nationale de hockey. Puis tu as à être content de ça. Mais point de vue hockey, Montréal a du sens. Point de vue, ce qu'on peut donner, Montréal a du sens. Point de vue, pour Sid, de venir ramener la coupe à Montréal, tout a du sens pour Sidney Crosby. Mais je pense qu'il y aurait une 3e équipe qu'on ne sait pas c'est qui. C'est-tu New York? Parce que New York, pour les joueurs en fin de carrière, sont tout le temps là. Sont là. Ils sont comme le chandail en arrière de moi. Il est là. Vous y portez pas tant attention, mais il est là. Ben,
C'est Toronto, c'est Edmonton, je sais pas, mais il y a une troisième équipe, je serais convaincu. Il y aurait une lutte à 3 là-dedans. Je pense que Carl Dubas présenterait 3 offres à Sidney Crosby. Il dirait, écoute, on est à l'aise avec l'offre de cette équipe-là, l'offre de cette équipe-là, puis l'offre de cette équipe-là, qui sont les 3 clubs que Crosby aurait dit, vous pouvez négocier avec eux. Puis Sid va dire, parfait, je m'en vais là. Donc voilà, Docteur Dubé. Je pense que oui, le Canadien peut être intéressant. C'est effectivement aucun choix de 1, 2 et 3 en 2026 pour l'Avalanche du Colorado. J'étais plus sûr que c'était le draft qui venait de passer ou celui qui s'en vient. C'est celui qui s'en vient. On n'a pas de choix de 1, pas de choix de 2, pas de choix de 3. Tu peux pas offrir un choix de première ronde avant 2027. Peut-être un autre dans 2. Ça commence à être loin pas mal. En tout cas, moi je pense que Colorado a absolument rien à donner pour Sidney Crosby. Martino Presto, on peut-tu utiliser Reinbacker et des choix de draft ainsi qu'un Michael Age pour aller chercher un centre? Oui, mais là j'espère que c'est un très bon centre. J'espère que c'est un très bon centre. Ce qui me fait penser d'ailleurs, parmi les citations qui m'ont marqué ce matin chez le Canadien de Montréal pour cette journée du tournoi de golf, celle de Mike Madison, qui se voit rester à Montréal pour longtemps. Il dit « Je laisse entre les mains de mon agent, mais je veux rester à Montréal longtemps. » On pense quoi de cette déclaration de Mike Madison? Mike Madison sera bien sûr agent libre sans restriction à la fin de l'année. Plusieurs disaient Mike Madison dans un package quelconque pourrait être intéressant. Pas tant, il est agent libre à la fin de l'année, ça serait un joueur de location. Le Canadien veut faire les séries. Tu donnes-tu un joueur de location pour. Dans ma tête, ça marche pas en tout cas. À moins que Madison soit envoyé dans un trade où il signe une trade. Il accepte immédiatement de prolonger où il s'en va. Pour plusieurs, Mike Madison est le joueur qui va quitter là, à la fin de l'année prochaine pour faire de la place à d'autres. Parce que maintenant, avec Noah Dobson, Goulet, Carrier, Hudson. Non, excusez, je recommence. Goulet, Dobson, Hudson. Il y a trop de Sun. Tu sais, c'est réglé. Tu as 3 de ton top 4 pour les prochaines années. Caden Goulet est signé pour les 5 prochaines saisons à 5 millions et demi. 5,55 si ma mémoire est bonne. Évidemment, Noah Dobson vient de signer 9,5 millions. Hudson n'est pas prolongé encore, mais soyons honnêtes, ça va se régler. En théorie, on vise probablement que Reinbacker soit le 4e défenseur. Et là, tu as Alexandre Carrier, qui est là également comme un sensationnel 5e défenseur. Reste-t-il une place pour Mike Madison? Je pense que David Reinbacker va offrir des réponses à ça cette année. Ceci étant dit, avec la grosse montée du plafond salarial, est-ce que Mike Madison pourrait signer un autre contrat d'environ, je sais pas moi, 2 ans? Pensez-vous que ça se pourrait? Tu sais, si on regarde... bon, c'est pas un meilleur des équipes, là, mais si on regarde Dimitri Orlov, qui vient de signer 6,5 pour 2 ans. Il a 34 ans, Orlov. Si on regarde Marcus Peterson, 29 ans, il vient de signer 5,5, mais lui, c'est un petit peu plus long. Bon, Gavrikov et Ekblad, on oublie ça. Là. Ekblad, parce qu'il a signé à 6,1 pour rester en Floride. Gavrikov, jamais le Canadien va donner 7 millions à Mike Madison. Mais un court contrat pour Matheson de 2 ans. Est-ce qu'on pense que c'est possible? Et dans cette optique-là, là, oui, peut-être que Reinbacker peut être sacrifiable. Je sais que Madison est gaucher et que Reinbacker est droitier. La question se pose. Ceci étant dit, je pense pas que ça va arriver. La raison. Tu as déjà donné Logan Mailloux. Adam Engstrom est un splendide espoir. Mais si tu donnes David Reinbacker, là, t'es défenseur droitier dans ta filière et on a vu dans la dernière saison comment ça peut être difficile d'avoir des bons défenseurs droitiers. Reinbacker, je serais vraiment surpris, pour être honnête avec vous. Là. Je serais vraiment, vraiment surpris. Puis je suis d'accord, par contre, avec Martino Presto, qui dit qu'il faut donner pour recevoir. Tu donneras effectivement pas un choix de 2, un choix de 1, en tout respect de Joshua Roy, puis, je sais pas, moi, Jordan Struble pour Sidney Crosby, ni même pour Nazem Kadri. Choisissez, là. Mettez qui vous voulez là, dans le portrait. Là. Mais je pense pas que tu vas avoir à t'en tirer avec... à départir de David Reinbacker. Je serais extrêmement surpris que tu ailles à laisser aller David Reinbacker. Et pour ce qui est d'Ivan Demidov, là, juste parce que pourquoi pas faire un clin d'œil à nos amis à Toronto, à TSN, là, la semaine passée, là, would you do Sidney Crosby for Ivan Demidov one-on-one? Excusez, I'm out. Là. Max Vanout out. Prends parti chercher un café Vanout.
Ben, regarde, envoie la machine à café. Je le ferai pas parce que je suis tout seul et il n'y a pas de micro là-bas, là, mais franchement, vendre des Midoff pour Sidney Crosby. En l'an de grâce 2025, non. Un peu de sérieux. On est juste sérieux ici. Là. Voyons, le contenu ludique puis tout, franchement, ça n'a pas de bon sens. Un peu de sérieux. Matheson va rester à Montréal? Tu parles de prolongation de contrat ou cette année, Martino Presto? Max Morin, 4 millions, on le garde-tu, Matheson? Pour combien de temps? Hey, 4 millions? Mike Matheson, 4 millions, donne-y même 3 ans s'il veut. Matheson! Mais hein? Je trouve ça drôle parce que dans la dernière année de calendrier, j'ai dû être team anti-Matheson et team pro-Matheson parce que l'an dernier, à pareille date, avec sa saison de 60 points, je m'obstinais continuellement avec certains d'entre vous qui disaient Mike Matheson, top 20 de la Ligue. Je l'adore, Mike Matheson, mais top 20 de la Ligue. Comme faisait Ross dans Friends. Comme, oui, il a fait 60 points, mais c'est pas tout dans la vie. Là. Shane Gostisbehere aussi, puis fais pas de toi un défenseur top 20 de la Ligue. Là. Puis là, l'an passé, c'était l'inverse. Hey, il fait tellement de revirements, on devrait sacrer ça au vidange. Wow. Mike Matheson est un bon défenseur. Mike Matheson à 4 millions par année? Moi, je dis oui. Je dis oui. C'est pas un commentaire politique. Je dis oui à Mike Matheson à 4 millions par année pour 2 ou 3 ans. Continuez à animer le chat, j'apprécie énormément. Là. Salutations à Max Boisvert, Josiane Ouimet, Martino Presto, Max Morin, Pierre, bonjour Pierre, Robert Dubé, le doctorant, et tous les autres. SO6 Bergy. Pendant un instant, j'avais peur de me faire yalper, vous savez quoi, mais non, il n'y a pas de jeu de mots là. Qui ont gardé le chat bien en vie pendant 7 heures. Continuez à le garder en vie. N'hésitez pas à poser des questions dans les prochains instants. Si vous avez des questions spécifiques aux gardiens de but, entre autres du Canadien de Montréal, n'hésitez pas parce que pour les prochaines 15 minutes au moins, on va aller parler avec un gars qui connaît ça en temps. C'est le chum Mathieu Chouinard qui va se joindre à la conversation. Chouin, comment ça va? Ça va super bien. Hey, j'aime la promotion Van Hout Keurig. C'est cœur. Hein? C'est fou, hein? La personne qui a pensé à ça, c'est un génie. Je peux pas croire que ça n'a jamais été fait. Ça vient de loin, cette pensée-là, honnêtement. Là, c'est comme Mike Chirona. Ah oui, mais non, mais sérieux. Là, regarde, faut que je parle. Max, faut qu'il devienne mon agent là, dans les prochains mois. Là, ça me prend une commandite. Là, voyons donc. Là. Van Hout par Van. Regarde, c'est du génie. En plus, c'est une entreprise fondée au Québec, Chouin. C'est fou. On encourage les commerces d'ici, c'est merveilleux. Voilà. J'aime ça. Chouin, es-tu excité? Moi, je suis assez excité. Je pensais à ça un peu plus tôt, là, puis je me disais, je me souviens honnêtement pas la dernière fois que l'ambiance a été autant positive à un tournoi de golf du Canadien. Mon excitation est, je te dirais, constante. Comment ça? Ben, parce que je trouve que c'est le thème leitmotiv de la journée, la constance. OK. Donc, et elle progresse aussi, mon excitation, tu vois. Tout est dans tout. Mais oui, pour vrai, là, tu sais, on le voit. Puis Max, je suis sûr que toi, des fois, tu te fais arrêter au Costco, à l'épicerie, peu importe, puis les gens me disent hey, tu sais, avant, c'était bon, qu'est-ce qui se passe avec les Canadiens, hein? Hey, puis Souban. Puis tu sais, c'était ça dans le temps, tu sais. Là, c'est hey, on va-tu faire les séries? Puis hey, on pense-tu qu'on peut aller loin? Là, donc là, le dialogue change chez les partisans. Puis c'est super intéressant de voir ça. Ah, t'as raison. Je sais pas combien de fois je me suis fait arrêter par un Marshall sur un terrain de golf cet été pour faire dire on y croit-tu pour vrai? Des Midoff? Tu si bon que ça? Ouais. Ouais. Le monde veut. Le monde veut y croire. Jeff Gorton, Schwinn, ce matin, a dit moving forward. Pour moi, moving forward pour le Canadien, c'est ce qu'on a vu, entre autres, de la part de Nick Suzuki cet été, qui a l'air de bâtir une culture, un club. Moi, je pense que quand on va se reparler dans 6, 7, 8, 9, 10 ans, peu importe combien de temps durera cette ère-là du Canadien, on va se souvenir d'un club. Oui, il va y avoir, tu sais, les Blackhawks de Chicago, particulièrement, c'était Taves puis c'était Kane. Mais c'était un club. Tu n'avais pas les Blackhawks de Chicago sans Patrick Sharp, sans Marian Hossa, sans les deux studs à la défense, Seabrook puis Keith, même Corey Crawford devant le filet. Je pense qu'on va se souvenir du Canadien comme une équipe beaucoup plus que certains joueurs. Toi, quand tu penses à moving forward, là, quand Jeff Gordon il dit là, il faut passer à autre chose, c'est quoi pour toi la prochaine étape ou ce dont on va voir du Canadien dans la prochaine année ou deux? La prochaine étape, c'est de rentrer en série
Puis, lors de la première ronde des séries, c'est de se dire, ben, on a une chance de gagner. L'année passée, quand on a fait le bracket des séries, qu'est-ce que tu disais, toi? T'avais dit quoi, Canadien Capitals? En 5 ou en 6? Je pense que j'avais dit en 5, pour vrai. Bon, toi, moi, j'avais dit Inventé, Capitals en 5, puis là, les deux, on passe pour des génies. Mais, écoute, tu sais, là, c'est de, bon, on entre en série, peu importe contre qui, ben, on a une chance de passer la première ronde. Puis, tu sais, l'année passée, là, qu'est-ce qui s'est passé après les Capitals, là? Les Capitals, ils sont fait lessiver par la suite en la deuxième série. Donc, il faut comprendre qu'on est quand même loin. J'ai aimé ce que, je suis pas sûr que c'est Gorton ou Jeff Molson qui a dit, si on arrive en série, ou ben, on fait pas les séries. Si on ne fait pas les séries, on va être déçu. On va se regarder dans le miroir, puis là, on va regarder ce qu'il faut aller chercher. J'aime son approche. C'est pas très agressif. C'est pas série à tout prix non plus. C'est non, regarde, on continue de progresser. On veut rentrer en série, faire des dommages. C'est pas mal les mots qui ont sorti cet été là, du capitaine Nick Suzuki. Puis d'ailleurs, tu disais que il avait progressé en tant que joueur, en tant que capitaine. C'est vraiment l'année passée qu'on a vu que Nick Suzuki est devenu... il a tout le temps été le capitaine, là, mais qu'il a comme été l'aura du capitaine. C'est lui qui jase au coach. C'est lui qui dit non. On garde nos boys ici. On veut pas d'échange. On croit en ce groupe-là. Puis c'est lui qui a pris l'équipe sous son dos quand ils sont partis dans le voyage après les fêtes aussi. Donc, tu sais, c'est le fun de voir le groupe qui vieillit ensemble, qui passe du temps à Montréal ensemble et tout. Mais en même temps, Max, là, toi, là, t'es 25-26 ans, t'es poches pleines. Ça me dérange pas de passer l'été à Montréal avec mes chums. Moi, ça, je l'ai toujours dit. Donc, chaque fois qu'on me dit que Montréal n'est pas un marché attrayant, je suis comme, voyons, moi, personnellement, ça fait 13 ans que j'habite à Montréal. J'ai du fun. L'été à Montréal, c'est une belle ville, des beaux festivals, des beaux terrains de golf, de tout, des bons restos, la culture, de n'importe quoi. C'est une splendide ville. Puis de toute façon, il fait beau, il fait chaud en été. Les belles gens. De très, très, très belles gens, dont on fait partie d'ailleurs, on excluant la personne qui parle. Hey, Schwinn, je veux qu'on parle de gardien un peu parce que je trouve la situation tellement intéressante cette année, surtout par rapport à l'an dernier où on avait un gros point d'interrogation si Caden Primo allait pouvoir, passez-moi l'expression, backer Monty. Mais avant de parler de Kakkonen puis de Dobèche, je veux qu'on parle de Monty parce que tu as parlé de s'affirmer puis de Nick Suzuki. Monty s'est vraiment affirmé la saison passée. Moi, je crois beaucoup en Monty depuis 2-3 ans. Il y avait sa part de détracteurs. Il y en a encore quelques-uns, mais de moins en moins. Il a même reçu un vote de 3e place que je trouvais pas vraiment déplacé l'an dernier, Samuel Montembeault. Tu t'attends à quoi de sa part, sa 2e année maintenant? Parce que là, tu sais, il y a 2 ans, il y a eu le plus de départs, mais on voulait pas, avec Jake Allen encore là, dire hors de tout doute, Montembeault est notre numéro 1. Mais l'an passé, on l'avait affirmé. Puis il l'a été. Puis là, cette année, il revient pour une première fois, non seulement avec le défi d'être numéro 1, mais maintenant en sachant aussi que, hey, je le suis, j'ai été un bon numéro 1 de la Ligue nationale l'an dernier. C'est quoi maintenant le prochain défi de Monty? Bien, sais-tu quoi? J'ai posé exactement cette question-là tantôt. Je te le dis, là, c'est la question. J'ai dit, qu'est-ce qui s'en vient pour Samuel Montembeault? Puis, je vais être très plate, qu'est-ce qu'il a dit. Il a dit, ben, c'est pas mal ce que l'équipe fait aussi, c'est de continuer à être constant, d'aller chercher une constance. Parce que c'est, imagine là, tout ce qu'a fait Max, là, lui, depuis qu'il est arrivé à Montréal. On l'a allé chercher au balotage. Il est arrivé, il a fallu qu'il se fasse un job, il s'est trouvé un poste de numéro 2. Par la suite, il a fallu convaincre tout le monde qu'il était un numéro 1. Puis là, l'année passée, il a joué 62 parties. Hey, c'est le 2e, ben on va dire 3e, là, mais c'est le 2e plus utilisé là, à égalité, je ne me trompe pas, là, dans la Ligue nationale. C'est quelque chose, là. Puis là, quand tu regardes les gars avec qui, là, c'est Hellebuck, c'est Shesterkin, c'est les gros noms de la Ligue nationale. Donc, premièrement, là, chapeau à lui. L'année passée, le nombre de matchs qu'il a joué directement en conséquence avec les insuccès de Primo. Directement, on ne voulait plus le faire jouer. On l'a mis dans le filet. Puis, quand est-ce qu'on a commencé à virer la barque? Bien, c'est quand Dobèche a commencé à jouer. Et quand Alex Carrier, là, quand même est arrivé, puis ça a stabilisé la défensive. Ça, c'est un autre parti. Mais avoir un numéro 2, je pense pas que Samuel aurait joué autant de matchs. Je pense que son range, lui-là, c'est entre 50 55 games. Ça serait parfait pour Samuel, pour les Canadiens. Pour pas qu'il arrive à la fin qu'on se blesse. Là.
trouve ça tellement intéressant ce que tu viens de dire parce que j'avais préparé un regroupement de gardiens, OK? Qui allait peut-être sembler aléatoire, mais qui ne l'est pas. Puis tu vas voir où je m'en vais. Vasilevski, Hellebuyck, Shesterkin, Sorokin. Saros, Gustafsson, Ottinger, Swayman. Et après ça, Vejmelka, Dakar, Luukkonen, Bobrovsky, Bennington. Je t'ai regroupé les gardiens en fonction du nombre de départs. Le premier, les top dogs, Vasi, Hellebuyck, Shesterkin, Sorokin, ce sont les gardiens qui ont joué plus de 60 matchs l'an dernier. Monty était là, tu l'as dit, 62 l'an passé. Il était dans ce groupe-là. Le deuxième que j'ai nommé, Saros, Gustafsson, Ottinger, Swayman. Là, Saros, peut-être qu'à ce stade de sa carrière, ce ne sera pas le cas, mais je pense que ces trois gardiens-là, ces trois gardiens que tu regardes, puis tu ne seras pas surpris à la fin de l'année s'il y a un nommé ou deux nommés au Vézina là-dedans. Surtout Ottinger puis Swayman, à mon avis. Puis après ça, juste en dessous, ce sont tous les gardiens qui ont joué 54 et 55 matchs. Puis moi, je pense qu'une des clés au succès du Canadien serait que Monty, que j'adore, que je pense que c'est un bon numéro 1, descendre dans cette catégorie-là, comme tu as dit. 54, 55 bons matchs pour lui permettre de souffler un petit peu plus. Puis aussi, peut-être, on ne saura jamais, là, mais malheureusement, sa blessure en série, moi, je suis convaincu que ça n'a peut-être pas aidé non plus le nombre de matchs qu'il a joué. Mais moi, je pense qu'il appartient peut-être plus à cette catégorie de gardiens-là. Fin du top 10, qui vont te donner un beau 55 matchs. Puis là, tu l'as dit, après ça, ça va être qu'est-ce que les backups peuvent donner pour lui permettre d'aller jouer ce nombre de matchs-là. Tu sais, tu dis, la clé, c'est qu'il joue autant de matchs. Moi, je vais regarder ça de l'autre côté. Je me dis plus, la clé, c'est que le second, il joue bien puis qu'il gagne ses matchs. Si joue 20 games et il en gagne 4, on n'est pas avancé. On n'est pas avancé du tout. Là. Donc, puis qu'est-ce qu'on va faire dans ce temps-là? Ben, on va mettre le numéro 1 puis on va le brûler parce qu'on veut se rendre à la fin et on veut faire les séries. C'est juste normal. T'sais. Mais l'idée, c'est d'avoir un numéro 2 qui est capable de jouer dans la Ligue nationale puis qui est capable de nous gagner des matchs. Pour le numéro 2, justement, pour donner un défi à Dobèche, pour ne pas lui donner tout cru dans le bec pour débuter l'année, on a signé Kakkonen cet été. Kakkonen, à ce stade-ci, il a 29 ans. Il a quand même 5 saisons d'expérience LNH. Ajoutons à ça ses expériences Ligue américaine. C'est un gars qui avait bien commencé au Minnesota. À un certain moment, on pensait peut-être qu'il allait avoir un futur de numéro 1B, quoi que ce soit. Là, après ça s'est gâté. Mais c'est un joueur qui peut être un réserviste. Moi, je pense qu'on l'a signé pour pousser Dobèche dans les croquias, mais que le plan soit que Dobèche ait un bon camp et que c'est lui qui part avec, entre guillemets, la longueur d'avance pour être le numéro 2. Es-tu d'accord ou tu penses au contraire que non, on a signé un gars comme Kakkonen en disant à Dobèche, va le battre puis gagne le poste de numéro 2? Autrement dit, qui a le poste à perdre? Dobèche ou Kakkonen? Je crois, moi, l'année passée, là, je ne pouvais pas croire que Kaapo Kakkonen a passé, 3 fois au balotage? Ouais. Puis jamais on l'a ramassé. Et puis je pense que les Sharks sont ramassés après nous. Donc, on ne le voulait pas. Puis je me disais, voyons, on en a un, là. Il nous le donne. Il est là. Et notre deuxième ne fait pas le travail. Allez le chercher. C'est un gardien de but que j'aime beaucoup. L'année passée, il était très bon dans la Ligue américaine. Il a mis son équipe en finale. Tu sais, Dobèche, quand il est arrivé, là, il a gagné des gros matchs. Colorado, Floride. Il était sur un high. Excellent. High, tu dis? Puis, tu sais, ça se voyait, là. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? Quand tu arrives sur un high, de même, quand tu es jeune, puis, le moment donné, tu l'échappes. Puis là, on le voyait. Il cherchait dans le filet, il courait partout, il se déplaçait trop. Bien, il y a encore des matchs, selon moi, ce gardien-là, à aller jouer dans la Ligue américaine. J'ai pas apprécié l'année passée le fait qu'il soit dans la Ligue nationale. Je l'aurais mis avec le Rocket. C'est ça qu'il aurait fallu qu'il fasse, aller chercher cette expérience-là pendant les séries éliminatoires. C'est lui qui aurait dû avoir ça. Et non Primo. Primo qui est parti, d'ailleurs, dans une autre équipe en Caroline. Tu sais, pourquoi qu'on a donné des matchs à Primo? On voulait gagner, je comprends. Mais c'est Dobèche qui aurait dû être là. C'est ça l'histoire. Tu sais. On voulait le garder à la nationale. Moi, j'aurais amené Kakkonen. C'est sûr, je l'aurais ramassé, Kakkonen. Je pense qu'il va commencer l'année dans la Ligue nationale. D'ailleurs, la seule différence entre les deux, là, c'est que Kakkonen, si on l'envoie des mineurs, il faut qu'il passe au balotage. Oui, mais je pense pas encore qu'il va être réclamé. Je pense qu'on lui a donné le bon salaire pour qu'il soit dur à réclamer. T'sais, il y a un contrat one-way, fait qu'il fait 1 million en bas. C'est pas toutes les équipes qui veulent donner 1 million à un gardien de Ligue américaine. Donc, ça va être difficile, je pense. Mais une blessure est si vite arrivée dans un camp d'entraînement, ça peut changer vite. Là. Mais je regarde, Chouine, le chat est d'accord avec toi. Les gens pensent vraiment que c'est Kakkonen qui va débuter pour être le réserviste à Montembeault cette année. Oui, ça me surprend parce que d'habitude, c'est pas vraiment
pas une idée populaire. Les gens, vu qu'ils ont vu Dobèche l'année passée, là, ils pensent juste à ça, tu sais, mais des fois, il faut faire les calculs, puis regarder autour, puis dire, regarde, c'est peut-être plus intelligent d'avoir aussi un gars qui est capable de jouer des matchs d'un mineur. Tu sais, Dobèche, il va s'améliorer. Puis, en fait, je sais pas comment toi tu vois ça, là, mais Dobèche, je pensais pas qu'il était si proche que ça d'être un gardien de but dans la Ligue nationale. Honnêtement, là, j'aurais pas pensé ça. Puis c'est le fun de regarder ça, là. Parce qu'on en a, là. On a Dobèche qui pousse, on a Fowler qui pousse. Là, j'ai pas beaucoup de renseignements sur un des gardiens russes. Ça a l'air qu'il est super bon. Je sais pas son nom, je sais pas c'est lequel. Volokin, probablement. Comment? Probablement Volokin. Oui, je pense que c'est ça, oui. Mais ouais, non, mais t'as raison, ouais, effectivement, c'est un gars dont je me fais beaucoup parler, mais mettons qu'ils sont plus durs à regarder en continu, ces gardiens-là qui sont loin du côté de la Russie. Hey, Schwinn, en rafale, avant de te laisser aller, je vais te poser quelques questions à travers la Ligue nationale de hockey. Es-tu prêt? Je suis prêt, go, shoot. Est-ce que Connor Hellebuyck, là, après avoir atteint le plus haut des highs individuels, ce que juste Théo puis Price avaient fait au 21e siècle, gagner le Hart carrément et encore des séries difficiles, est-ce qu'il est le gardien qui a le plus de pression cette année dans la LNH? Ben, Hellebuyck a de la pression. Et, effectivement, je pense qu'avec ses performances en séries éliminatoires, là, c'était assez, je ne vais pas dire lamentable, là, Ben, mais c'est pas si poussé que ça. non, C'était pas bon. Sais-tu quoi? Quand je l'ai vu dans les séries l'année passée, j'en revenais pas. J'en revenais pas. Tu le voyais, son langage corporel, il devenait plus petit. Puis même dans ses entrevues, il était trop confiant dans ses entrevues. Il essayait de compenser là-dedans. Ouais. Donc, beaucoup de pression pour lui. Je suis d'accord avec toi. Ottinger a de la pression avec qu'est-ce qui s'est passé l'année passée lorsqu'il s'est fait retirer par son entraîneur. D'ailleurs, ça lui a coûté sa job. Il y a une bonne équipe. Ça fait combien d'années, Max, qu'on dit « Ah, ben là, les Stars, là, c'est leur année. » Ouais. Ça fait quoi, 3-4 ans qu'on dit ça? Ouais, même affaire avec la Caroline. Ouais. En partant, ça fait 3 finales de l'Est de suite de l'Ouest pour les Stars. Fait que... Puis, tu sais, ils sont bien bâtis. Ils ont une belle équipe. Ils sont profonds. Une des bonnes défensives dans la Ligue. Les 4 lignes, ils peuvent jouer. Écoute, c'est une belle équipe. Donc, lui, il a beaucoup de pression. Puis, sais-tu quoi? J'ai le goût de t'ajouter un autre gardien là-dessus. Puis même, je vais peut-être te surprendre, Linus Ullmark. Oui. Tu sais, cette équipe-là va leur faire les séries. Puis on lui a donné de l'argent là, pour qu'il soit de même. Puis il peut être meilleur. Puis, tu sais, les Sénateurs, si l'équipe va bien, puis que Linus Ullmark va bien, bien, ça sonne drôlement comme un candidat au Vézina. Je suis d'accord. Une petite dernière. Swayman, l'an passé, dispute contractuelle, pas de camp d'entraînement, ça mène à la pire saison de sa carrière. Victime des insuccès des Bruins ou acteur des insuccès des Bruins. J'adore Swayman, mais je pense qu'on parle d'un acteur des insuccès des Bruins, malgré que le Boston est peut-être sur un petit déclin. Est-ce que là, avec un camp d'entraînement et tout ça, il rebondit? L'équipe, ça va être difficile pour les Bruins cette année. Swayman joue trop de matchs. Ah ouais? Swayman joue trop de matchs. Donc, s'il peut diminuer sa charge, avoir un deuxième, ça a été un problème aussi à Boston. Là, on avait des difficultés à trouver là, un second violon là, qui était capable de donner des bonnes performances. Donc, ça a comme fait boule de neige. On le mettait dans le filet, il ne gagnait pas, puis ça allait pas bien. Puis dans ce temps-là, ben, tu bois du noir, puis ça fait juste continuer de mal aller. Donc, s'il peut jouer un petit peu moins de matchs, puisque c'est un gardien de but qui est technique, il n'est pas all over the place, il est gros, il se déplace bien. C'est pas, c'est plus mental que d'autres choses. Donc, je pense que c'est un gardien de but qui peut revenir, mais les Bruins, ça ne sera pas facile. Ah, je suis d'accord. Schwinn, un énorme merci d'être joint à la conversation ce midi. Super apprécié. Bonne saison. Je te souhaite d'être aussi constant dans ton excitation. Ben, sais-tu quoi? Ça va être en progression, d'ailleurs. Mais sérieusement, bonne journée. Je sais que vous autres, vous avez une grosse journée. Fait que c'est bien le fun. Merci de m'avoir invité. Quand tu veux, mon boy Max. Yes, sir. Merci, Schwinn. À la prochaine. Ciao, les gars. Yes.
C'est ce qui va conclure cette belle heure du midi pendant que les Top Dogs ils remplissaient le corps. Parce que là, je regarde ça, puis 1h20, il reste du temps en masse. Colin, restez là, 14 heures de show spécial pour ce lancement de la saison de la Poche Bleue. Moi, je vous dis un énorme merci d'avoir été là sur cette heure du midi. Vous avez été super actifs, vous avez été présents dans le chat, c'est super apprécié. Et surtout, merci à une compagnie fondée au Québec, Vanout, d'avoir commandité cette heure du midi animé par Vanout. Je vais en revenir un jour, mais ça ne sera pas tout de suite. Avant que Max et Pascal y reviennent, on s'en va écouter un petit peu de musique avec Mark Thibault. Merci tout le monde d'avoir été là. Ciao!